Faites entrer d'écriture, 14e épisode. Avoir 20 ans ou un peu plus et vouloir devenir écrivain. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il et elle s'appellent Camille, Colline, Julie, Mathias, Méline, Vincent. Je les ai rencontrés à Clermont-Ferrand en animant des ateliers d'écriture à la faculté de lettres. Ils sont ou non en master de création littéraire. Ils ont tous, en tout cas, envie d'écrire, voire de devenir écrivain, écrivaine. De quoi a-t-on envie aujourd'hui, à 20 ans, quand on veut écrire? Qu'est-ce qu'on lit? Qu'est-ce qui nous a déjà marqué? Vers quoi on tend? Et comment on imagine son lectorat, si on l'imagine? Ce sont quelques-unes des questions que je leur ai posées à l'hôtel littéraire Alexandre Vialat, qui se trouve à Clermont-Ferrand, et qui nous a gentiment prêté une de ses salles de réunion. Donc je les ai retrouvées un matin, avec mon micro, et pour commencer, je leur ai demandé de me parler du livre qui les avait le plus marqués durant leur enfance. Écoutons par exemple Julie. Qu'est-ce qu'elle lisait, elle, quand elle était petite? Je m'appelle Julie, j'ai 20 ans depuis 2 jours. Je suis en 2e année d'anglais et mon livre préféré quand j'étais petite, c'était Les 3 Mousquetaires. Je l'ai lu, j'avais 9-10 ans et je me souviens, c'était sur la tablette de ma mère. Elle avait téléchargé le livre numérique et j'avais tout lu en un mois peut-être. Et c'était bizarre parce que j'ai aucun souvenir de l'histoire, mais je me souviens que j'étais absolument obsédée avec le livre, mais vraiment obsédée, c'est-à-dire que j'avais lu la page Wikipédia de chaque mousquetaire, non mais en long, en large, en travers, j'étais absolument incollable sur D'Artagnan. Et quand le film est sorti là-bas cette année, en fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu un réflexe primaire, je pense, de joie absolue. C'est pas moi que vous vouliez sauver, mais Constance Bonacieux. Où est-elle? Je sais que c'est vous qui l'avez enlevée. Dommage que vous ne vouliez travailler pour moi. Julie, on va la retrouver un peu plus tard. En attendant, écoutons un peu Vincent, qui, lui, a une prédilection pour l'écriture et la musique, la chanson, le slam. Alors j'ai un peu plus que 20 ans, parce que j'ai eu 36 ans en janvier dernier. Mon livre préféré, alors c'est pas vraiment un livre de la petite enfance, j'ai choisi un livre de l'adolescence. C'est Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi. C'est le premier roman de Mathias Malzieu. Et pareil, quand je l'ai découvert, c'était à une période de ma vie un peu compliquée. Le thème du livre est assez sombre, c'est une histoire de métamorphose, de arriver à franchir le deuil d'un proche et métamorphoser l'ombre en lumière, arriver à être qui on veut être, malgré les obstacles de la vie. Et quand j'ai découvert que l'auteur était aussi un chanteur du groupe Dionysos, ça m'a encore plus plu, parce que du coup, je me suis mis à écouter Dionysos et j'ai découvert que Mathias Malzieu en fait s'inspirait des romans qu'il écrit pour en faire des albums de musique, et j'ai trouvé ça génial, et c'est un concept vers lequel j'aimerais bien aller aussi un jour. Jamais je n'ai autant ri que pendant cette fabuleuse chevauchée. Moi qui vis avec une horloge dans le cœur, je ne regarde plus jamais l'heure. Moi qui plisse. Dans le groupe, il y a aussi Méline, qui s'intéresse de près à la littérature et à la poésie contemporaine. Donc moi je m'appelle Méline, j'ai 23 ans dans 2 jours. Disons, décidément. Et donc je suis en master de littérature et création comme Vincent. Et donc un des livres qui m'a marqué, quand j'étais en primaire, tous les mois on recevait à l'école un livre, et donc c'est un de ces livres-là. Et dans mes souvenirs, la couverture elle est bleue, et il y a une petite fille avec la tête qui est dessinée à l'envers. Et l'histoire, c'est donc l'histoire de cette petite fille qui est à l'école et qui essaie de se confronter aux autres et qui a du mal à s'exprimer à chaque fois qu'elle pense à quelque chose et qu'elle a envie de le dire. Alors, les mots sortent de sa bouche à l'envers, et je pense que, alors dans mes souvenirs, elle était harcelée, mais elle se rendait pas compte qu'elle était harcelée, parce que elle n'avait pas de ces conceptions de bien et de mal comme les enfants ne l'ont pas encore à cet âge-là. Et je pense que ce livre il m'a marqué parce que c'est peut-être un des premiers livres où j'ai ressenti de l'empathie pour un personnage vraiment. Intéressant de voir ce qui nous vient spontanément en tête
quand on parle de nos lectures d'enfance, je trouve. Passons à Camille, dont le projet en littérature et création tourne autour de l'utopie. Qu'est-ce qu'elle lisait, elle, quand elle était enfant ? Je lisais beaucoup de choses hétéroclites, mais je pense que l'un des premiers univers qui m'a marqué, ça a été Les Colombes du Roi Soleil de Anne-Marie Desplat-Duc, je crois. J'ai eu une période de Roi Soleil quand j'avais une petite dizaine d'années. En plus, c'était l'histoire de l'école de Saint-Cyr, une école pour les jeunes filles de bonne famille pour leur apprendre à être des bonnes épouses, entre guillemets. Il y avait quelques places attribuées à des jeunes filles de plus basse famille. Et c'était ces destins-là qu'on suivait. Et il y en a une, on apprenait qu'en fait, elle était une fille cachée du roi. Il y en a une qui réalisait son rêve de devenir institutrice, une qui devenait corsaire. Et moi, ça me passionnait. Et puis, voilà. Et du coup, ça m'a ouvert la porte des romans historiques. Et ça m'a plus lâchée. Tiens, le roman historique à nouveau. On a donc déjà Julie et Camille de ce côté-là. Alors moi c'est Colline, j'ai 23 ans et je suis aussi en 2e année de master de création littéraire à Clermont. Et le livre que j'ai choisi de me souvenir aujourd'hui, c'est un album en fait, c'est La Tempête de Claude Ponty. Ça fait partie des livres qui m'ont marqué quand j'étais petite parce que je me rappelle vraiment des illustrations et de l'ambiance de cette tempête. C'est une petite souris qui est fille unique et en fait elle est dans sa grande maison au milieu d'une plaine et avec ses parents ils attendent la tempête. Et il y a une espèce un florilège de petits détails dans les dessins, mais qui sont très propres à Claude Ponty et qui m'ont toujours, donné un sens de réconfort, alors que c'était en plein milieu d'une tempête, toute sa maison vacille, et puis ils se rassemblent tous dans le lit de la petite fille avec ses parents, avec ses petites affaires, et je pense que c'est un des premiers livres dont je me suis vraiment rappelée, parce que ça me donnait moi-même envie de me mettre sous mes couvertures et de créer un petit monde à moi. Arrive alors Mathias, qui est venu avec un cahier et un stylo, et qui intervient toujours de façon assez concise. Je m'appelle Mathias Béliard, j'ai 21 ans, je suis en 2e année d'art du spectacle. Tu pourrais nous parler de ton livre préféré quand tu étais petit, quand tu étais plus jeune ? Un chant de Noël de Dickens. Cela m'a marqué parce qu'une personne, même si elle est mauvaise, elle peut changer, cela donne de l'espoir, que face à son destin on peut le modeler, le modifier si on en a réellement envie. À propos de destin qui change, tiens. Réinterrogeons un peu Vincent, qui a donc 36 ans. Qu'est-ce qu'il a fait avant d'intégrer ce master ? Avant ce master, j'étais professeur de français langue étrangère. Et j'ai choisi la linguistique et l'enseignement du FLE parce que je voulais voyager. Et même si la littérature, ça reste mon premier amour, j'ai envie de voyager, donc je suis allé bosser d'abord en Égypte. J'ai travaillé 1 an au Caire. Après, je suis revenu en France. Et il y a 8 ans, je suis allé au Pérou pendant un peu moins de temps. Je crois que je suis resté 7 mois. Et ouais, j'avais envie de découvrir un petit peu l'Amérique du Sud. Et ça m'a permis aussi de découvrir des parties de moi-même, on va dire, en voyageant. Se découvrir, il semble en effet qu'il en soit déjà beaucoup question dans ses premières réponses. Je leur demande ensuite s'ils ont le souvenir d'une épiphanie, d'un moment où ils se sont rendus compte que l'écriture, ça allait être important dans leur vie. Moi, je pense que ça remonte à mon année de 3e, parce que j'ai été très marquée par ma prof de français et par sa méthode de travail et les exercices qu'elle nous demandait de faire. Méline. Et donc, elle nous a demandé de faire le fameux carnet autobiographique. Je sais que c'est des profs qui donnent beaucoup cet exercice-là, parce que je l'ai vu après plus tard, quand je bossais au collège avec une prof de français. Donc, on avait une consigne d'écriture. Essayer de faire un « Je me souviens » de Pérec ou faire un portrait d'un de nos proches, raconter un souvenir d'enfance, quelque chose qui nous a troublés dans notre enfance, etc. Et je sais que j'ai pris énormément de soin à le faire, ce carnet, parce que j'avais fait une belle illustration, j'avais écrit un poème en 4e de couverture et j'avais eu, je crois que j'avais eu la note maximale à ce devoir. Et en fait, c'est surtout l'exercice sur le portrait d'un proche qui m'a beaucoup marquée, parce que j'ai fait le portrait de mon père. Et quand je lui ai lu,
Là, j'en ai des frissons en parlant. Quand je lui ai lu, il était vraiment très ému, il s'est mis à pleurer. Il a voulu tout de suite une copie pour l'encadrer, le mettre dans sa chambre, etc. Et en fait, c'est là que je me suis dit que même si c'est une écriture autobiographique, mais même ça, même en partant de moi, de mes ressentis d'enfant, de ce que j'ai pu voir, un certain manque de mon père qui était souvent absent pour le travail, etc. Même en partant de ça, ça pouvait créer des images mentales chez mes proches et chez moi-même. Et ça a pu vraiment susciter de très fortes émotions. Et donc je crois que c'est vraiment ça le point de départ de mon écriture. Et après, j'ai laissé de côté l'écriture du jeu. J'ai essayé d'écrire un roman de science-fiction qui a mené nulle part parce que j'étais trop inspirée par des choses qui étaient déjà faites. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est juste un pastiche ce que je suis en train de faire. Donc je l'ai laissé de côté. Après, je me suis plus dirigée vers la poésie. Et je me rends compte que cette année, vraiment, dans mon projet d'écriture dans le mémoire, je suis retournée vers cette écriture de jeu que je refusais depuis... ça faisait bien 2 ans que je luttais un peu contre ça. De jeu JE ou JEU? Les deux, mais plus JE. C'est le jeu, le jeu d'écriture sur la forme, etc. Ça me plaisait, mais le jeu plutôt de l'intime, je me le refusais beaucoup. Et jusqu'à cette année où je me suis rendu compte qu'en fait, c'est vers ça que j'ai envie de tendre maintenant. Feu rouge rue Anatole France. À ma droite, le fleuriste a une rangée de néons, dont un qui clignote, signe qu'il est peut-être défectueux. Sa lumière jetée sur les fleurs fait penser à une boîte de nuit. Au même moment, un homme avec son chien transperce mon champ de vision. L'animal, un peu boiteux, donne l'impression qu'il marche en rythme, calé sur le tempo du néon. La musique diffusée dans la voiture détonne pourtant de la scène, de cet assemblage tributaire de mon attention détournée. Je me plais à écrire ces flashs du quotidien, à assembler, telle une architecte, les pièces de puzzle du réel pour façonner ma fiction. Mais en relisant ces images, ces flashs comme j'aime les appeler, une sorte de mélancolie m'enveloppe quand je songe à toutes les images que je ne verrai jamais, toutes celles vouées à disparaître dans la nature, ou que d'autres capturent mais n'écrivent pas, qu'ils gardent égoïstement. Ce sont eux, les poètes du silence. Je me dis alors que la vie n'est peut-être qu'une vaste description, et que l'écriture est là pour combler les trous laissés par ces images avortées. Il faudrait alors tuer tous les poètes du silence pour faire éclater le grand récit de l'univers. Mais les tuer, ce serait tuer l'écriture même. Petit arrêt dans notre discussion, simplement pour dire que les étudiants que j'ai face à moi viennent de différents cursus et ont parfois à mener plusieurs projets de fond. La rédaction d'un mémoire de master en création littéraire, qui leur demande à la fois de s'intéresser à la théorie littéraire et de s'exprimer créativement. La poursuite d'un projet personnel qui est ou non en lien avec ses études. Et la réflexion à mener sur la possibilité ensuite de faire une thèse et à nouveau de savoir quel lien tisser avec tout cela. Avec ses mèches sauvages plaquées contre son front et son cou, sa jupe froissée, trempée et tachée de terre, elle n'avait pas fière allure. Colline, les amours malheureuses de la famille Tourneuve. Au diable, mon allure! Je suis vivante, je suis la reine du torrent. Elle ferma les yeux, relâcha ses muscles et accueillit un moment de calme. Le chant de la rivière était plus mélodieux quand on l'écoutait vraiment. Il perdait sa violence pour n'être plus qu'une sérénade adressée aux montagnes. Je travaille sur 2 projets en simultané. Mon projet de trilogie fantasy qui s'appelle Le Chant des Astres et je suis sur le tome 2. Et dans le cadre du master, je travaille sur un roman hybride qui a une forme de récit et une forme de journal, sauf que ça va être découpé en 2 et ça s'appelle Les amours malheureuses de la famille Tourneuve. Et c'est une histoire. Bon, ça fait beaucoup de boulot tout ça et ça oblige à réfléchir aux choix qu'on fait. Quel genre littéraire on privilégie, etc. À ce sujet, petit florilège de leurs réactions et réponses à mes questions.
En fait, mon style d'écriture a beaucoup évolué. Moi, j'ai commencé par de la poésie. Vincent. Et dans le cadre du master que je fais à Clermont, c'est un roman. Donc, c'est un roman que j'ai écrit. En fait, c'est le roman de mon adolescence, en fait. Je travaille actuellement sur un roman. Camille. De fantasy, où je vais traiter la question de l'utopie, en particulier dans les relations sociales. Et à la base, c'était un roman plutôt classique, entre guillemets. Et c'est un projet sur lequel je travaille depuis 2017 en dents de scie. Et depuis, il a beaucoup évolué parce que depuis que je suis à Clermont, je me suis mis aussi à réécrire de la poésie, à faire du slam. Donc à en écrire et à en faire sur des scènes ouvertes. Mais depuis que je suis dans le master, je travaille beaucoup plus sérieusement et ça m'a beaucoup apporté, en particulier avec le regard d'autres auteurs et autrices. Je travaille sur Méline. comment représenter les lieux du quotidien par l'écriture et quelles sont les questions qu'on peut se poser sur notre rapport aux lieux qu'on traverse, qu'on occupe durablement ou pas, par le souvenir, la mémoire qu'il en reste. Et au départ, j'étais partie sur une espèce d'enquête de terrain qui commenterait, qui questionnerait les écritures qui figurent sur les toilettes de la fac, les murs des toilettes de la fac. Et je me suis rendu compte que ça a fait évoluer mon écriture et que ça a fait évoluer aussi mon projet de mémoire. Et là, mon projet de recherche, c'est un roman slam, en fait. En fait, moi, c'est bizarre parce que je suis très, très roman. En fait, la poésie, j'en ai jamais écrit parce que je trouvais ça hyper restrictif, en fait. Julie. C'est bizarre, mais je trouvais que la poésie, il y avait beaucoup trop de règles à suivre, alors que le roman, je pouvais faire des phrases et tout. Je sais, c'est pas une opinion partagée par tout le monde. Méline. Et donc ça m'a occupé l'esprit pendant à peu près 1 an, donc pour le master. Oui, le master a une influence, déjà parce qu'on a des cours, des ateliers d'écriture dans notre promotion, donc on se fait des retours en binôme ou en trinôme. Ça fait partie de cette évolution-là, parce qu'on a des Entre vous ? Entre nous et aussi avec les professeurs et les écrivains qui nous accompagnent. Mais c'est bizarre parce que je suis très très roman, mais Julie. par contre, d'un autre côté, je trouve que le roman lui-même est super formaté, et encore plus maintenant, avec les réseaux sociaux, les BookTok, les Bookstagram et tout comme ça, où en fait il y a vraiment des livres très spécifiques qui remplissent des critères très très spécifiques pour plaire à un lectorat hyper spécifique. Et je trouve ça en fait hyper dommage, parce que quand j'ai commencé à écrire mon chef-d'œuvre, c'est ironique, hein, donc c'est quand j'ai commencé à écrire mon chef-d'œuvre, j'avais 17 ans je crois, et en fait je commençais à écrire, je me disais mais c'est bizarre parce que ça ressemble pas trop à ce que je lis moi, et je me disais mais est-ce que ça passe, en fait, est-ce que c'est quand même légitime comme travail et tout ça, et en fait au bout d'un moment je me suis dit mais au pire on s'en fout. Et cette année je me suis rendu compte que Méline. Mon écriture elle commençait un peu à résister à un seul lieu. Et j'avais cette envie d'en mettre d'autres, donc d'inclure surtout l'espace de la rue, des lieux que j'ai pu occuper plus ou moins longtemps, par exemple un emploi saisonnier au supermarché. En fait, c'est pas grave si tu fais ton truc, Julie. même si ça rentre pas dans les critères d'une maison d'édition. En fait, c'est pas l'important. Et le mieux, c'est que ça te corresponde à toi, parce que je trouve que c'est hyper important l'individualité, surtout dans l'art. J'ai l'impression que chaque livre que j'achète, à part des exceptions, c'est un peu la même chose, mais juste avec des phrases différentes et un nom différent sur la couverture. Quand je lis un livre, j'aime bien voir l'auteur avec sa machine à écrire ou son ordi ou sa plume ou je sais pas quoi derrière. J'ai vraiment envie de voir l'humain derrière, et j'ai l'impression qu'en ce moment je vois plus l'éditeur qui dit non, ça rajoute ça, c'est mieux, rajoute un triangle amoureux parce que ça va plaire aux lectrices, rajoute ça parce que ça va plaire aux lecteurs. C'est dommage. Moi j'ai 2 types de livres, donc un fantastique avec des aliens, un truc comme ça, Mathias. et un deuxième plus sur la question donc, du plagiat, qu'est-ce que ça fait de voler un livre. Il y a plein d'œuvres sur le fait de voler des livres, et je me suis dit mais qu'est-ce que ça fait réellement? Est-ce que ça peut nous arriver aussi? Je veux dire, on peut être tenté, se dire ouais, le livre est super. Il y a cette question-là aussi. Ils ont donc des projets, des goûts, des préférences, des envies différentes. Et pourtant, quelque chose les rassemble dans ce master. Il y a chez eux tous, évidemment, l'envie de devenir écrivain, d'en faire son métier. Enfin, est-ce qu'ils considèrent ça comme un métier? Comment ils envisagent de façon pratique les choses, les années à venir? On nous a dit que, l'édition est une jungle. Ouais. On nous a dit en fait que c'était très compliqué, parfois souvent très long d'arriver
à commencer à pouvoir vivre, ne serait-ce qu'un petit peu de ses écrits en fait. Et on nous a beaucoup dit un petit peu les dimensions obscures des métiers du livre, de l'édition, de tracer son chemin d'écrivain. Mais je trouve quand même qu'on nous a partagé aussi des côtés positifs, heureusement, que c'est une question de chance, de rencontre aussi, je dirais beaucoup. Je pense que ça passe beaucoup, c'est ce que j'ai retenu, c'est une question de rencontre au bon endroit, au bon moment, et puis faire confiance aux autres. En fait, je pense que c'est Dali Farah qui nous avait dit ça, quand on a fait un atelier avec elle, où c'est ce que j'ai retenu qui m'a beaucoup marqué. C'est une question de rencontre, de partage, de faire confiance aux autres, en fait. Moi, je pense que c'est important d'écrire pour être lu. Parce que ça fait un peu prétentieux, mais Mathias. J'aimerais bien être célèbre. J'ai envie que, je veux dire, après, si les gens se mettent à lire mes livres, après, ça peut toucher des gens. Je veux dire, c'est important d'être connu aussi. Comment tu vois ça? C'est quel type de célébrité, la célébrité d'un auteur pour toi? Un auteur qui vend beaucoup de livres, qui est connu dans le monde, adulé, que ses livres touchent beaucoup de gens, que ça donne envie surtout à d'autres personnes d'écrire, de lire, de dire ouais, ce livre est super, j'ai envie de faire écrivain. Moi, c'est surtout ça qui est pour moi le plus important, je dirais. La plus grande inquiétude que j'aurais, c'est, imaginons j'écrive, je devienne célèbre, et après d'avoir la page blanche. Et en plus, il y a aussi les questions comme qui ont été dites tout à l'heure, c'est que le livre doit aussi correspondre à une certaine demande, et aussi ça peut bloquer aussi. Se dire ouais, j'ai envie d'écrire ça, mais il sera jamais lu. Ça peut aussi gêner. Et moi, d'une manière différente, j'ai peur que... Alors, je pense pas encore à la publication parce que je pense que j'ai une certaine pudeur sur cette question. Mais cette impression de me dire que dès que j'aurai fini, déjà si je le finis, est-ce que j'aurais pas déjà tout dit? Parce que j'ai cette problème avec l'exhaustivité. Moi, c'est quelque chose qui me contamine au quotidien. Méline. Et j'ai peur vraiment que ce projet, ce soit juste... à l'issue de celui-là, j'arrive plus à écrire du tout, mais parce que pour moi, j'aurais déjà abordé les thématiques centrales vraiment de ce qui m'anime dans l'écriture. Puis après, il y a aussi la question de vivre vraiment de l'écriture. Moi, je sais que j'ai pas envie que ma passion d'écrire soit soumise à un besoin financier. Donc là, pour moi, l'objectif, c'est d'abord d'avoir une stabilité financière pour ensuite pouvoir jouir de l'écriture sans avoir le stress des fins de mois, parce qu'il y a cet apport financier à côté qui est stable. Mais après, c'est toute la question aussi du risque, des opportunités qui se présentent. Oui, je suis très adepte de cette idée d'avoir un job alimentaire. Enfin, alimentaire ou qui me plaît aussi. Moi, j'ai pas de plan de carrière ou quoi, mais juste avoir un travail qui me laisse le temps d'écrire à côté. Je pense qu'il n'y a pas vraiment cette pression de devenir écrivain à temps plein, parce que la réalité des faits, c'est que c'est très difficile. Et j'ai aussi un peu cette peur de l'exhaustivité dont tu parlais. D'autant que, avec le sujet de l'utopie, c'est un peu délicat parce que Camille. L'utopie, même si c'est jamais parfait, on imagine quand même un autre monde. Et c'est en général un monde auquel on aspire un peu. Et on n'aspire pas à 10 mondes différents. Donc, une fois qu'on en a imaginé un, ce sera peut-être difficile d'en imaginer d'autres ou d'explorer autre chose. Le monde ne sera jamais parfait. Camille Lucot, Kerpolis. Qu'est-ce que la perfection? Il ne l'est pas aujourd'hui, mais la vie y est globalement meilleure qu'avant la Troisième Guerre mondiale, que fut la guerre numérique, et l'ouverture de l'Empire synapto qui l'apaisa en apportant son humble différence, avant de se dissoudre sans trop de vagues. Dans un sens, nous vivons l'utopie que l'an 2000 pouvait imaginer. Et elle a été imaginée, sinon comment en serions-nous arrivés là? La naissance d'une utopie qui prend vie dès qu'on l'expose, tout juste embryon de l'imagination, est l'une des plus belles choses à voir. C'est affilié à l'essence même de la poésie. C'est d'ailleurs après les révolutions, pour la plupart pacifiques, qui ont bousculé le XXIe siècle, que la poésie en tant qu'art de vivre a pris une place de plus en plus importante dans ce que l'on appelait autrefois l'Occident. Alors, vouloir devenir écrivain, est-ce que ça relève de l'utopie, du rêve éveillé? Est-ce que c'est se préserver du monde en créant un? On se rappelle l'album de Claude Ponty au début de l'épisode. Slammer sur une scène pour reprendre la main sur ce qui a été douloureux. Est-ce qu'écrire, c'est parler à l'envers et réussir tout de même à se faire comprendre?
Au départ, je ne pensais pas conserver ce qu'elles et ils m'ont dit de leur lecture d'enfance. Je voulais simplement les enregistrer pour avoir le grain de leur voix et ensuite mieux distinguer leurs paroles. Et puis finalement, cette question des toutes premières lectures et de comment elles nous marquent, je l'ai conservée parce que ça permet de les approcher un peu, eux qui sont quand même 6 là, devant moi, à l'hôtel Vialade ce matin-là, et dont il faut réussir à transmettre quelque chose des paroles énoncées, sans vouloir du tout les réduire, eux qui sont encore si jeunes, à ces lectures qui les ont marquées. Je crois que elles permettent de tisser un fil vers leur projet actuel. Ils m'ont encore parlé de la façon dont ils choisissent les livres qu'ils lisent, de la façon dont ils écrivent, à l'ordinateur, au carnet. Ce fut vraiment une matinée extrêmement fructueuse, humainement parlant. Je garderai longtemps, je crois, le souvenir. Avant d'en terminer, je voudrais remercier l'hôtel Vialade qui nous a reçus. Je voudrais bien entendu les remercier, eux tous, qui se sont déplacés ce jour-là. Et enfin, dire toute ma gratitude aux enseignantes qui m'ont reçue durant cette année à la faculté des lettres de Clermont-Ferrand, Myriam Lépron et Nathalie Vincent-Mugnat. Qui sait, on retrouvera peut-être certains ou certaines de ces étudiantes et étudiants dans un prochain épisode de mon podcast quand ils auront été publiés pour la première fois. Allez savoir. En attendant, je vous dis à bientôt et merci encore de votre écoute et de votre soutien sur Patreon. Au revoir.